Elle est déjà dans nos murs, que dis-je? Elle est déjà dans ce plateau. C'est avec elle que nous allons parler engagement citoyen des femmes, leadership féminin et action positive au sein de la sphère politique. Qui est-elle? Eh bien, elle est engagée dans la scène politique et sociale. Elle s'illustre par un parcours marqué par l'engagement, le leadership féminin et la défense des droits humains. Mariée et mère de 4 enfants, elle incarne une femme active qui conjugue responsabilité familiale, engagement politique et initiative entrepreneuriale. Excusez-moi, j'ai dû avaler quelque chose. Elle est militante féministe convaincue. Elle se distingue également par son implication dans plusieurs causes sociales, notamment la lutte contre les cancers en République démocratique du Congo. Sur le plan politique, elle occupe la fonction de secrétaire politique nationale au sein de l'Union pour la nation congolaise, UNC, parti cher au député national Vital Kamerhe, où elle contribue activement aux stratégies et aux orientations du parti sur les grandes questions nationales. Spécialisée en communication politico-institutionnelle, elle est également reconnue comme experte en coopération décentralisée, un domaine qui vise à renforcer le partenariat entre les collectivités et les institutions pour favoriser le développement local. Conférencière, entrepreneur, elle intervient régulièrement dans les cadres académiques et institutionnels pour partager son expérience, encourager le leadership féminin et promouvoir la participation des femmes dans la gouvernance et les processus décisionnels. À travers son parcours, elle incarne une génération des femmes congolaises déterminées à faire entendre leur voix et à contribuer effectivement à la transformation de la société. Avec nous, Madame Bernadette Chungou. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour monsieur, et très ravi d'être parmi vous aujourd'hui, surtout que notre mois, le mois de la femme, c'est un honneur pour moi pour être invité et on va parler de tous les sujets avec moi. Il n'y a pas de tabou. Je vais juste corriger une petite chose. Allez-y. Je suis spécialiste en coopération, experte en coopération décentralisée, nord-sud, donc entre les collectivités de la République française et la République et la RDC, parce que je vis entre les deux pays. Vous vivez entre la France et le Congo. C'est ça. Ça, c'est très bien. Et je pense que vous n'hésiterez pas de faire un petit tour au Stade de France le 2 ou les 3. Mais bon, c'est pas de ça qu'on va parler. L'honneur est plutôt nôtre de vous avoir reçu. Je sais que vous êtes très occupé. Votre portrait que j'ai dû étayer avec quelques mots le prouve déjà. Vous avez trouvé quand même le temps pour être avec nous. Comment est-ce que vous vous présentez vous-même, Madame Bernadette? C'est l'exercice le plus difficile de parler de soi-même. Je me présente comme une femme engagée. Et je déteste qu'on affilie, on associe mes compétences ou ce que j'ai fait à la féminité. Je suis tout simplement une politique, une défenseur des droits de l'homme et une entrepreneur. Et vous savez très bien regarder la caméra, ça j'aime. Donc on peut, on va dire de manière succincte, résumer sur vous votre casquette de politique, sans pour autant en rajouter une casquette féministe, que vous vous considérez comme humaine tout court. Et vous êtes également entrepreneur, et dans l'autre sens, vous êtes également dans la communication. Oui, dans la communication, en fait, la communication, ça m'est tombé dessus. Hein. Je suis à l'origine infirmière de formation, mais tout de suite, j'ai compris que je me suis trompé Oui, je me suis trompé d'orientation. Souvent, ce sont les parents qui influencent ou qui obligent les enfants à faire les études. Mais sinon, je me suis trouvé une femme publique tout simplement, c'est ça. Et en France où j'ai passé ma jeunesse et ma vie de femme, j'ai fait que ça, la politique, et c'est là où j'ai découvert la communication politique, que j'en ai fait mon domaine, tout simplement avec l'administration publique. Ah, ça c'est très bien. Vous pouvez me regarder, il n'y a pas de problème. Les téléspectateurs regardent déjà à travers votre caméra. Alors revenons un peu avec l'actualité qui vous concerne. Vous avez dit que vous êtes femme politique, vous êtes revenu sur ça plusieurs fois. Ça veut dire que ça vous touche vraiment à cœur. Le 8 mars dernier, en compagnie de la première dame, avec d'autres grandes dames du pays. Madame Amida Chatur, bien sûr. Kamerhe. Vous la considérez comme première dame du parti, hein, oui, non, on ne la considère pas. Elle est la première dame du parti. Il faudrait rajouter du parti. Il y a également Madame Ipoupa.
Oui, qui est juste à côté de vous d'ailleurs. Voilà, qui était ma voisine. J'ai eu l'honneur d'avoir tous les caméras devant moi. Je la connaissais pas, mais sinon c'est une belle créature. Ben, on l'a amenée, on a dit madame, on va mettre quelqu'un à côté de vous. Et en attendant que le discours de la première dame soit fini, et j'étais loin de savoir que c'était une star. Donc c'est madame Ipoupa Nana Ketchup qui est à côté de moi, qui est très intelligente d'ailleurs. On a eu à échanger et au-delà de la beauté, elle est intelligente. Ah, vous avez compris pourquoi je vous ai parlé du 2 ou du 3 mai, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Alors, comment vous résumez cette activité du 8 mars que vous avez tenue au sein de votre formation politique UNC? Je résume cette activité. Ça va être long résumé, hein. Si vous voulez, parce que mais pourtant, Baronde Babo Takaba Maçon. Oui, mais le problème réside là, on va en revenir. Parce que activité wana, ça prouve aujourd'hui que la femme peut être celle qui exhume quelque chose qui est à l'attente. Notre parti, pendant un moment, on n'a pas organisé d'activité et tout ça. Et là, je vais saluer cette brave femme, Maman Amida Kamere, et qui a eu la bonne idée de nous réunir les femmes de l'UNC et pour dire non, nous n'allons pas continuer comme ça. Nous devons faire quelque chose et nous on a toujours été là, on est là, les femmes avec Vital Kamere, c'est une très longue histoire donc qui n'a pas commencé aujourd'hui, qui n'est pas près de finir, et nous avons prouvé aux yeux du monde que les femmes peuvent organiser un événement qui a regroupé plus de 10 000 personnes et l'amener en bonne et due sens, pas de troubles majeurs, il y en a même pas eu, et vraiment la cerise sur le gâteau, c'est l'honneur que nous a fait la première dame, Maman Denise, merci beaucoup, et surtout les fonds de son discours, les fonds de discours de ces deux dames. Ils ont parlé de la femme de l'Est, la femme martyrisée, et cette femme qui est reléguée au second plat à être la femme au foyer dans la République démocratique du Congo, oublia que c'est la femme au foyer qui engendre et qui éduque les ministres et le président de la République, ainsi que tous les élites qu'on connaît. Et ils ont mis un accent sur l'aspect de la prière. Nous avons passé cet instant dans le partage et l'adoration. Il y a eu également un moment de spiritualité pendant... Oui, puis avec les bougies allumées, plus de 10 000 bougies pour demander, implorer à Dieu, voilà, de regarder avec attention et la situation qui se passe à l'Est et au pouvoir public les femmes, et de comprendre que les femmes ne doivent pas servir comme appât dans les guerres. Les femmes sont utilisées comme l'arme de la guerre pour affaiblir l'ennemi. Lorsqu'on viole une femme devant ses enfants, lorsqu'on viole une femme devant son mari, lorsqu'on viole une femme en public, c'est toute la République qui devrait se sentir humiliée et rabaissée. Et donc il faudrait, quand on fait un effort, je continue dans votre réflexion, quand on fait un effort de protéger la femme, c'est justement aller dans le sens de redorer l'image de la République. Oui, tout à fait. Et là, je donne une mention, j'attribuerai une mention spéciale au président de la République qui s'est distingué quand même. Les champions de la masculinité voilà, les champions de la masculinité positive qui a donné, qui a commencé, je peux dire, parce qu'on n'en est pas encore à la parité intégrale, mais comme des accorder une bonne place à la femme aux côtés de l'homme, parce qu'avant, la femme était toujours derrière l'homme, et pourtant, il y a assez de place pour cohabiter, il y a assez de la place, et les compétences, monsieur le journaliste, non, ni sexe, ni race. Donc, quand on est un humain,
on est des humains à part égale. Donc la femme a toute sa part, et a toute sa place pour la recherche de la paix. Madame Thérèse Kaikwamba, que je salue par ici, l'a bien prouvé, et aussi les institutions. Hein. Nous avons des hommes jarrés, et ça, c'est un nouveau contexte. Et bref, vous m'avez privilégié aujourd'hui, et je suis seul sur le plateau. Ça prouve que vous compatissez et vous considérez la femme. Voilà, en tant qu'humain. D'abord, attaquer mère, si vous êtes marié, attaquer femme, et les filles, et les papas, attaquer filles. Donc, la femme fait partie intégrale de la vie quotidienne, et la femme doit être à sa place. On ne demande pas, on ne fait pas la demande de toi que je m'y mette, non. Nous demandons que la femme soit à sa juste place et qu'elle soit à côté de l'homme, pour avancer ensemble et non derrière l'homme. Ça, c'est très bien dit. Hein. Cette lutte ne doit pas être des femmes contre les hommes, mais plutôt les femmes avec les hommes, la main dans la main, tout à fait. Pour avancer. Tout à fait. Mais Madame Bernadette Chongou, si je dois être un peu plus limpide avec vous, on remarque que ce genre d'activité pour mettre en évidence ou pour promouvoir, on va dire, la place de la femme dans les circuits politiques, ce n'est que pendant le mois de mars. Quand on va quitter le mois de mars, ou plus amplement le mois le 8 mars, et juste après, il n'y a plus rien, les femmes se recroquevillent, et chacune redevient un peu timide, on ne les sent plus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est juste des discours pour faire beau pendant le mois de mars, ou il y a vraiment une réelle volonté d'accorder une place prépondérante aux femmes? Bon, une réelle volonté de la part de la femme pour exister politiquement, et une réelle volonté de la part des hommes pour les étouffer, je pense. Parce que vous voyez l'événement que l'UNC a organisé, a mis en lumière que les femmes ne demandent qu'à être considérées. Et il a fallu qu'une femme comme nous, nous savons que Maman Amida, c'est la porte-voix de notre papa Vital Kamere. Il a fallu qu'il y ait une femme qui plaide à côté de son mari, qui disent non, moi je voudrais que les femmes s'expriment. Et pour revenir à votre question, nous n'allons pas nous arrêter là, nous ne sommes jamais arrêtés là. Moi je suis secrétaire politique national et je peux vous donner mon parcours, ça peut prendre toutes les missions. Je n'ai pas commencé à l'UNC, j'ai commencé au Parti Socialiste Français. Quand vous êtes noir en France, vous êtes une jeune femme, mère des familles, et j'ai commencé par coller les affiches jusqu'à être élu local dans une ville de plus de 150 000 habitants, et c'était une première à son temps. Donc, ce que je peux dire aux femmes, c'est de ne rien s'interdire, au fait. Nous avons des capacités, ne vous sous-estimez pas. Parce que quand je fais des conférences avec des jeunes femmes, ce qui revient souvent, c'est quoi? C'est est-ce qu'il y a un coca, homoni bakoloba, et non. Ces stéréotypes-là, c'est ce que nous sommes en train de lutte. Nous sommes en train de lutter contre les stéréotypes, de penser que la femme vaut moins que l'homme dans les facultés nobles, si on peut le dire ainsi, la médecine, le droit, polytechnique et tout ça. Quand on met des femmes et les hommes qui sont là-bas, souvent les femmes sont parmi les plus brillantes. Les plus brillantes. Mais arrivé au moment des promotions professionnelles, la question se pose. On ne fait pas confiance aux femmes, alors que ce sont elles qui ont peut-être plus brillé que les hommes. Et donc le défi revient encore. Une chose est certaine, quand on confie une tâche à une femme, elle le fait bien comme une maman. Parce que la maman, c'est celle qui porte l'enfant dans son ventre pendant 9 mois. C'est celle qui allait pendant 1 année. C'est celle qui accompagne pendant les premières années. Et c'est celle qui protège toute la famille et le papa compris. Donc, la femme, on ne peut pas dire qu'elle brille plus que l'homme,
mais elle fait la différence, elle fait un peu mieux que l'homme. Ah d'accord. Ouais. Et quand vous le dites avec beaucoup de douceur, c'est pour que ça ne choque pas et que ça ne crée pas cette, on va dire, on n'est pas là pour se cette battre, guerre. on n'est pas là on est là pour revendiquer notre place. Ok, Voilà. c'est très important. Mais on vous l'accorde tout autant que vous le méritez. Revenons sur le plan politique, parce que sur le plan social, vous avez fait vos preuves ici et ailleurs, en tant que conférencière, communicatrice et tout ça. Sur le plan politique, aujourd'hui, à la tête du gouvernement, à la tête de l'exécutif national, c'est une femme. L'un des portefeuilles le plus prisé, le ministère des Affaires étrangères, c'est également une femme, le ministère de la Jeunesse également. Plusieurs femmes sont au sein du gouvernement, et on sent que qu'ils n'ont pas de poste de relais simplement, mais ils sont vraiment en pole position. Alors, on s'en contente où les femmes peuvent encore assumer un peu plus. Est-ce que vous voyez une fois, est-ce que vous voyez également une femme arriver à la tête du pays? Mais cette question, elle m'agace souvent, parce que Je peux comprendre. vous, quand vous êtes là, vous ne représentez pas tous les hommes. Ça, c'est vrai. Mais quand une femme est quelque part, on dit elle représente les femmes. Non, mais cette femme, maman Judith Cheminois, que je salue en passant et que j'encourage, elle est juste à sa place. Comme les hommes sont passés de Premier ministre. Elle ne représente pas toutes les femmes parce que chaque femme a un profil et a un parcours. Mais on ne peut pas négliger, on ne peut pas non plus ne pas reconnaître que le président Tshisekedi a innové et rénové. Voilà, par rapport à la question de la femme. Et aujourd'hui, ce qu'on demande, ce n'est pas quelque chose qui ne peut pas se faire. Ce qu'on demande, c'est juste d'exister avec les hommes, compétences égales, poste égal et pouvoir égal. Je peux vous donner aujourd'hui, dans les partis politiques au Congo, si la femme n'a pas créé son propre parti politique, il n'y a pas de secrétaire général du parti, des partis politiques qui sont des femmes. Eve Bazaïba a prouvé que l'initiateur du parti pouvait être en prison et privé de liberté. Je salue Madame la ministre. Pendant 10 ans, et le parti se portait très bien grâce à la ténacité. Et cette femme qui était une autodidacte à l'époque, parce qu'elle a suivi ses formations. J'ai suivi son parcours par elle-même. Elle a suivi toutes ses formations. Elle était déjà dans la politique. Elle est allée à la fac, elle était déjà sénatrice. Et pour vous dire que les femmes sont juste mises de côté, c'est peut-être parce que les hommes ont peur de nous, mais n'ayez pas peur, chers hommes. Nous voulons travailler avec vous pour l'émergence de notre pays. Nous voulons être à vos côtés et non derrière vous. Faites confiance aux femmes. Mettez les femmes à des postes de responsabilité et vous allez voir que la gestion est un peu différente par rapport à l'homme. Je ne vais pas vous taquiner, bon, je ne vais pas vous agacer, mais j'aime bien taquiner les hommes. Vous savez, les femmes n'ont pas de sous-papa, et c'est déjà une question capitale, qu'une femme ne va se concentrer qu'à son travail et aux compétences de ses collaborateurs. Ah, d'accord. Au fait, il y a un ami qui a l'habitude de dire c'est fort. Je pense que ça aussi, c'est très fort. Les femmes n'ont pas des sous-papas. Je l'ai entendu quand même. Alors, avec toute votre... Je suis désolé, hein, les hommes, je ne fais que dire la vérité. Peut-être que vous avez également raison, on va vous l'accorder. Une autre question, revenons avec un penchant un peu plus politique. Aujourd'hui, c'est vrai que les femmes, comme vous l'avez d'ailleurs reconnu, le président de la République a fait en sorte que toutes les femmes puissent obtenir ce qu'elles méritent. Comme ça qu'on a même à la tête de l'exécutif, on l'a dit ici, une femme. Quels sont les défis majeurs auxquels les femmes sont confrontées aujourd'hui? Et avec votre expérience, quels peuvent être les canaux pour sortir de ces défis? Les défis majeurs, moi, vous me permettrez, moi je ne connais pas la langue de bois. Voilà, je l'utilise très peu. Donc, les défis majeurs, c'est plutôt les défis justement parce que nous sommes les sexes opposés. Et souvent, les hommes, quand ils voient une femme, ils ont du mal à regarder ce qu'elle peut apporter.
c'est compliqué pour nous, les femmes. Surtout les jeunes femmes. Nous, bon, on a un certain âge, on a tout vu, on a tout vécu, on comprend bien. Mais les hommes ont du mal à regarder une femme comme un partenaire politique, partenaire professionnel, sans penser à l'au-delà, sans penser à autre chose. Et ce qu'on demande, c'est tout simplement, quand vous êtes au travail, quand il y a une jeune femme qui est votre assistante, qui est votre collaboratrice, qui est votre conseillère, qui est votre collègue tout simplement, il faut la regarder comme une collègue et vous allez voir que les relations seront apaisées et vous découvrirez ce qu'elle pourra apporter. Ses compétences. Oui, vous découvrirez les compétences. Parce que on veut réduire la femme toujours à la maîtresse. Mais est-ce que ce n'est pas la société qui est conçue comme ça, on va dire depuis la nuit des temps, on rentre même dans des histoires pré-bibliques, ça se raconte toujours. Bon, ça commence par c'est son assistant, sans pour autant pouvoir défendre qui que ce soit. On a l'impression que c'est devenu sociétal plutôt, ce défi. Bon, mais ce n'est pas étonnant parce que la société a des règles. Et ces règles, comme toutes les règles d'ailleurs, commencer par la Bible, qui est le premier de tous les livres qui ont été écrits, a été écrit par les hommes, pour les hommes, et ils se sont taillés la part de lion. Vous savez. Je pense que vous n'êtes pas en train de mettre en cause la Bible, hein, quand même. Non, je ne mets pas en cause. Ah, d'accord. Mais bon, vous serez d'accord avec moi que c'est écrit par les hommes. Oui. Voilà. Donc, comme il n'y avait pas de femmes. Mais il y a quand même des livres dans la Bible qui portent les noms des femmes, comme le livre d'Esther. Ça porte les noms, oui. Mais c'est pas écrit par les femmes. Okay. Voilà. Quelque chose qui n'est pas conçu, qu'on conçoit pour quelqu'un, on lui attribue un rôle au fait. Les femmes, les hommes ont construit des cases dont nous devons rentrer dedans. C'est préconçu déjà. La femme elle doit faire ça. À l'époque, pourquoi je me suis retrouvé à l'école d'infirmière, c'est parce que mon papa, moi je voulais être journaliste ou avocate. Et alors il y a attention. En deuxième CO, je vois encore, je les relis l'orientation. Voilà, professionnelle. Moi, c'était journaliste ou bien avocate. C'était plutôt ça. Après, mon papa, lui, il voulait que je sois infirmière parce que vous voyez, même la profession, c'est infirmière. Sage-femme, c'est sage-femme. Ouais. C'était relégué aux femmes, c'était la couture. On n'avait pas beaucoup de choix. La couture, infirmière ou enseignante. C'est vraiment dans le rôle, je ne peux pas dire secondaire, c'est noble, mais c'est les rôles où vous cantonne là, ce sont des professions où il n'y a pas une bonne évolution des carrières. Il faut le dire. Quand vous êtes infirmière, si vous gravissez, si vous ne changez pas vous ne faites pas l'orientation professionnelle, vous ne changez pas d'orientation professionnelle, vous allez devenir le plus gradé, donc cadre de santé pour l'Occident et chef de pavillon ou chef de service pour ici. C'est tout. Je voyais encore ceux qui voulaient remettre en cause les compétences de notre ministre des armées, le ministre de la Défense. On dit un simple infirmier. Comme être c'est pour vraiment les rabaisser. Simple, même quand on veut parler du journaliste Sango Mokonzi, on dit un infirmier qui veut donner des leçons aux gens. Bravo à eux, hein, ils ont prouvé que les infirmiers, ce sont des intellectuels, comme ceux qui pensent qu'ils ont le monopole du savoir. Personne n'a le monopole du savoir. Absolument pas. Et il n'y a pas une profession qui vaut plus que l'autre. On est dans la complémentarité. Les infirmiers connaissent au moins le corps humain. C'est que les juristes et les autres ne le connaissent pas. Et quand on n'a pas la bonne santé, monsieur, on ne peut rien faire. On ne peut pas être avocat. Non. Donc, la femme, il faut la respecter. Parce que la femme, elle est restée au fait infirmière dans sa vie, même ceux qui ne sont pas infirmières.
elle soigne les petits malaises, elle soigne la fièvre, elle soigne la petite plaie, elle soigne la douleur du fils qui est tombé, et elle masse le dos de son mari qui a mal au dos ou à l'épaule. Nous sommes des assistantes à la maison, et je ne renie pas. Moi, je suis une femme comblée et bien soumise, mère de famille, mais je revendique dans la société, au-delà de la maison, je revendique d'être une citoyenne au même titre que les hommes. Mais chez moi, je suis la femme de mon mari et la mère de mes enfants. Je comprends que vous n'êtes pas féministe. Vous l'avez dit d'ailleurs au début. Parce que les femmes féministes, eh bien, elles ramènent également ce débat à la maison, égalité des pouvoirs avec les hommes. Non, ça c'est une erreur. Il faut remettre les choses dans l'ordre. Ça, c'est très bien. À la maison, notre culture fait que la femme n'épouse pas l'homme, mais c'est l'homme qui épouse la femme. Donc la femme, c'est l'homme le chef de famille. Donc les hommes, nous, on vous donne votre place même au travail. Mais le problème c'est qu'il est difficile. Okay. Les hommes ne veulent pas voir une femme exceller à ses côtés. Non, il doit le rabaisser. Il faut faire sa maîtresse pour bien le dominer, et c'est de ça. Parce que si la journée internationale de droits des femmes existe, c'est que la question n'est pas encore résolue. Même dans les vieilles démocraties comme la France, on est encore à 30% de femmes dans les institutions. Donc le problème n'est pas encore tout à fait résolu. Et pourtant dans la société, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Oui, voilà. Un peu plus de... C'est une injustice à corriger. Un peu plus de 55%, surtout pour le cas de la RDC. Alors, revenons sur la politique. On n'a plus que 15 minutes, je veux dire 13 d'ailleurs, plus correctement. Parlons de l'actualité politique maintenant, parce qu'on ne voudrait pas ici susmentionner le fait que vous êtes secrétaire politique nationale au sein de l'UNC. Oui, en charge du social et action humanitaire, vous comprenez? C'est toujours le rôle la maman du parti, carrément. Voilà, tout à fait. Cette question brûlante de l'heure, autour de la révision ou du changement de la Constitution, très peu de femmes en parlent. On a l'impression que les mamans ne veulent pas rentrer dans ce débat. Non, avant de vous y emmener. Hein. Je vais commencer par la fin. Okay. Toutes les femmes en parlent, sauf que peut-être qu'ils n'ont pas le courage de parler dans les médias. Toutes les femmes en parlent, ça fait dans les taxis, dans les taxibus, dans les marchés, les causettes des familles. On ne parlait que de ça. Alors, moi je vais parler aujourd'hui, non en femme, mais en politique. Très bien. Voilà. Vous savez, on peut débattre sur une question seulement lorsqu'elle est posée. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi ce débat revient. Vous ne comprenez pas pourquoi? Pourquoi le débat est revenu? À ce temps, le président de la République en avait fait allusion et le débat était légitime. Parce qu'il ne faut pas qu'on exerce ce qu'on appelle la pyramide renversée sur le président de la République, sinon ça risque d'être trop lourd pour lui et l'écraser. C'est lui qui doit être à la pointe et nous sommes à la base. Et c'est lui qui nous dit ce qu'on peut faire. À partir de ce moment-là, on peut en débattre. Mais je ne pense pas que le président de la République ait encore fait mention. Il est très occupé par la question de la sécurité et de la récupération de l'intégrité territoriale. Alors, que des personnes à crainte de je ne sais quoi veulent détourner l'attention du président, j'ai envie de parler au président de la République et aux politiciens, entre autres hommes, parce que vous avez dit que les femmes n'en parlaient pas. Ne soyons pas distraits. Pour moi, je trouve que c'est une bonne distraction, parce qu'aujourd'hui, les accords sont en cours, des finalisations, il y a des avancées, et nous ramener à un débat qui n'a pas vraiment son sens. Aujourd'hui, je trouve que c'est vouloir distraire les présidents de la République et les gouvernements. Et je m'explique. Je pense que l'honorable Vital Kamerhe, à son temps, il était président de l'Assemblée nationale, il a parlé. Il a dit, il y a un schéma constitutionnel. Ça commence par le président de la République qui émet
l'envie. Garant d'ailleurs. Voilà, les garants des institutions et de leur bonne marche. Voilà. Ça vient au gouvernement. En conseil de gouvernement, ils en débattent. Ensuite, et ça vient, voilà, aux chambres, donc au Parlement, les deux chambres. Et si seulement il n'y a pas une option levée, c'est à ce moment-là qu'on va demander au peuple que nous sommes, vous et moi, de nous prononcer. Mais aujourd'hui, moi, je ne vais pas débattre sur les points de vue d'un citoyen, même s'il a un mandat. Je ne pense pas qu'il a parlé au nom de ses électeurs. Il a parlé à son nom propre. Et cela n'engage que lui. Pour moi, aujourd'hui, la pensée, la priorité, c'est à l'est du pays. Ce n'est pas la révision de la Constitution. Non, qu'on parle, je ne peux pas dire que ce n'est pas une nécessité, mais il y a des priorités. Je ne peux pas dire qu'on ne peut pas. La Constitution, c'est une loi. Les lois sont faites pour être révisées. Notre Constitution a été révisée plusieurs fois. Et si, comme l'honorable Aimé Boji, l'actuel président de l'Assemblée nationale, que j'envoie mes encouragements par ici pour avoir osé, pour faire la tournée qu'il a fait à l'est du pays, il a osé, il a risqué, jusqu'à organiser la conférence pour la paix. Parce que c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. On n'a pas besoin des sorties des routes inappropriées, des électros libres à quête de buzz. Moi, je ne fais pas cette politique. La politique n'est pas un spectacle. Il faut qu'on évite la politique spectacle. Nous devons parler de choses sérieuses. Aujourd'hui, c'est la sécurité des Congolais, c'est l'intégrité territoriale. Et le président de la République, actuellement, ne parle que de ça et n'aménage aucun effort. Tout celui qui aime le Congo devrait le suivre. Très bien. Et donc, Bernadette Chungou pense qu'il n'est pas important de parler changement ou modification de la Constitution à l'heure actuelle. Oui, à l'heure actuelle. On en parlera plus tard. Oui, quand le président en aura décidé. Oh, d'accord. Donc, vous vous en tenez à la position du président de la République. Tout à fait. Admettons qu'ils veulent... Nous sommes à l'Union sacrée et nous devons l'accompagner. Nous avons signé la charte et l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji a dit: nous allons accompagner le président de la République dans toutes les démarches et j'adhère à cette position. Même si il arriverait à cette démarche, on se rappelle de cette phrase à Lubumbashi, je crois, qui Kisangani, qui m'interdira à moi, garant de la nation, de toucher à cette constitution. S'il voudrait toucher, eh bien, Bernadette Chungou accompagnera le président de la République dans ce sens-là. Et vous lui empêcherez? Qui suis-je? Voilà. Et voilà la réponse. Donc, vous n'allez pas lui empêcher, et nous non plus. Mais au fait, la politique, c'est un engagement. C'est là où je m'adresse aux femmes, et surtout aux jeunes femmes qui s'engagent en politique. C'est un engagement. Quand vous vous engagez, c'est comme les mariages. Quand vous allez devant le bourgmestre, devant messieurs les maires ou devant les parents, vous prenez votre dot et vous leur donnez, vous vous engagez. Quand vous avez dit jusqu'à ce que la mort nous sépare, oui, il y a des choses qui font que quand ça devient insupportable, une relation peut être revue. Et c'est pourquoi même la Constitution peut être revue s'il y a des articles qui n'oublions pas qu'il y a aussi l'évolution du temps. Ouais. Les temps évoluent, il faut adapter les choses au contexte. Alors, ce que le commun mortel craint peut-être, c'est que cette loi mère puisse être modifiée dans le sens de prolonger un mandat. C'est peut-être ce que l'on ne dit pas tout haut. Est-ce que c'est juste pour toucher à des dispositions qui mettent en mal, on va dire, la progression de la République, ou carrément toucher à une disposition limitant le nombre de mandats, par exemple? Parce que c'est également ce qui s'est fait dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazza, quand on touche à la Constitution, même en Guinée-Conakry, avec Mamadi Doumbouya, quand il touche à la Constitution, c'est juste pour que le militaire général Doumbouya puisse avoir la possibilité de se présenter comme candidat. Est-ce que c'est ce qui pourra peut-être arriver chez nous également? Vous avez cité plusieurs... C'est la dernière question. Hein, oui, vous avez cité... On doit reprendre un autre dossier. Vous avez cité plusieurs pays, mais les pays aujourd'hui... Moi, mon pays, c'est la République démocratique du Congo. Donc, je préfère parler de mon pays. Alors, j'ai dit, chaque peuple a ses mœurs. Si
la question n'est pas encore posée. Et quand viendra le moment, je reviendrai ici et je vous donnerai ma position. Mais je vais vous dire une chose, monsieur le journaliste. Ce qui importe aux Congolais, c'est la stabilité, c'est la sécurité. Si le Congo est prospère, vous allez voir que personne ne parlera de la politique. Vous savez, à l'époque de Mobutu, on prend la dernière partie de l'exercice du pouvoir de Mobutu pour dire que ça n'allait pas. Nous, on a été dans un pays avec le transport à commun gratuit pour les étudiants, avec une bourse. Nos aînés ont eu de logements étudiants pour les étudiants mariés. Ils ont eu l'hébergement gratuit et la nourriture aussi. C'est-à-dire, les jours où le pays est prospère, tout le monde a son salaire les 25 du mois comme c'était, ou plus tard les 30. Chacun peut vaquer dans ses occupations. Un Mongala peut aller au Kasaï et tout, c'est lui, Bonsoïli au Congo central. Je ne pense pas que les questions de durée du mandat ou de la révision constitutionnelle intéressent moi. En tant qu'étudiante, la politique ne m'intéressait pas. Moi, j'ai lutté, nous, on contredisait les politiques justement pour qu'ils n'aillent pas vers la dictature. Mais aujourd'hui, les partis politiques ont leur section dans les universités. Moi, je trouve que c'est dommage. C'est de la récupération. Les jeunes doivent d'abord construire un parcours professionnel, avoir son diplôme, travailler et venir à politique. Parce que la politique n'est pas un travail. La politique, c'est un mandat, c'est une passion. Voilà, mais la politique n'est pas un travail. Même la science politique, c'est la science politico-administrative. On peut même dire que c'est l'administration publique. On n'apprend pas aux gens comment créer un parti politique ou comment endoctriner les gens. Ça, ce sont les écoles du parti qui s'occupent de cette partie-là. Nous devons remettre les choses dans leur contexte. Et pour moi, la question de renouvellement du mandat, de l'allongement ou de changement de constitution dépendra de contexte. Rien n'est impossible et on ne doit fermer aucune porte. Je suis désolé. Parce que je préfère encore un mandat allongé qu'un coup d'État. Vous comprenez? Nous avons connu des coups d'État et on en connaît les conséquences. Vous voyez, dans ces pays que vous avez cités, il y a des pays qui prospèrent aujourd'hui. Justement, j'aurais aimé que vous me posiez la question de comment se portent les pays dont les femmes sont les chefs de l'État et je vous dirais que ces pays se portent très bien. Comme la Tanzanie, par exemple. Ah oui, la Tanzanie et la Libéria, c'est Madame Johnson Nelson, qui est Madame qui a mis fin à la guerre et réconcilié le peuple. Et aussi en Éthiopie, on prend souvent éthiopienne. Et on n'est pas despaysé quand on vient de la France, quand on descend en Italie, parce que c'est une femme qui tient les rênes et elle a stabilisé ce pays. Très bien. Voilà. J'aurais bien voulu qu'on ait un peu plus de temps, je pense qu'on a énormément de choses à se dire. Mais alors, Bernard Tchungou, on va finir par ce dossier, parce qu'il s'agit évidemment de la crise sécuritaire dans la partie orientale du pays. Certaines voix de la classe politique de chez nous clament le dialogue entre Congolais comme la porte ultime de sortie. Tous les Congolais doivent se mettre autour d'une table pour négocier. Ah oui, c'est la vérité, et que chacun tire un peu sa part du jeu pour pouvoir s'apaiser. Ça, on le connaît. Quelle est votre position quant à ce dialogue voulu par plus d'un? Par qui? Par plus d'un. Oui. Vous savez, sur ce plateau, mais avec un autre journaliste, j'ai déjà donné mon avis et je ne vais pas me contredire. Quand deux personnes sortent en conflit, pour trouver la solution, il y a deux voies. On se bat, on continue la guerre, et il y a un gagnant et un perdant. Et une guerre perdue, on vient faire sa revanche tôt ou tard. C'est ce que nous avons vécu tout le temps. 3 décennies carrément. Voilà. Et si on va sur une table de négociation et qu'on négocie objectivement et sérieusement, on trouve la paix.
Ah, vous voulez qu'on aille sur cette table de négociation? Je soutiens la position du chef de l'État, comme je l'ai dit, parce que nous sommes en pleine négociation. Il ne faut pas penser que la négociation, il faut regrouper les Congolais au palais du peuple ou je ne sais où pour dire, moi, je prends la part du gâteau, je prends la diplomatie, je prends ceci, comme ça a été lors de 1+4. Ça, ce ne sont pas des bonnes négociations. Les résultats, la guerre a repris. Et nous sommes revenus au statu quo, toujours au point. La vraie négociation, c'est de négocier avec la personne qui est à la source du conflit. Et là, je soutiens totalement les chefs de l'État pour avoir demandé l'arbitrage des pays qui ont une expertise et qui peuvent parler à toute neutralité aux deux parties, à nous et au Rwanda, de jouer les intermédiaires. C'est en train d'être fait. Et je reviendrai encore, n'écrasons pas les chefs de l'État en lui disant ce qu'il doit faire. Suivons surtout ce qu'il est en train de faire, encourageons, nous aurons les résultats au final. Je savais que sa pertinence de réflexion allait être de nôtre ce matin, mais je suis surpris d'en avoir un peu plus. Merci beaucoup Bernadette Chongou d'avoir accepté d'être de nôtre. Merci. On a eu toutes les réponses à nos questions de manière très satisfaisante. C'est vrai que vous nous avez carrément taquiné à un moment. Les hommes en ont eu pour leur compte avec vous aujourd'hui. Mais bon, c'est ça aussi le mois de mars, c'est ça aussi la masculinité positive. Il faut accepter ce genre de discours. C'est un réel plaisir et je pense que c'est pas la dernière fois. Non, non, pas du tout. Surtout que vous êtes resté également inébranlable cette fois-ci derrière le chef de l'État. Oui, pas à côté de lui. À toutes les femmes, ne vous interdisez rien. Vous êtes des championnes, vous êtes des mères et ne vous sous-estimez pas parce que vous valez plus que ce que la société veut vous faire croire. Vous valez plus que ce que la société veut vous faire croire. J'aimerais aller dans la même allure pour finir à cette jeune fille que vous regardez, qui aimerait être comme vous, qui aimerait peut-être demain occuper ces postes de responsabilité dans un très grand parti comme l'UNC ou même de postes étatiques. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à cette fille qui a encore 16, 17 ou 18 ans, qui vous regarde, tiens, je vais être comme maman Bernadette, je vais être comme cette dame, je vais parler comme elle, je vais avoir son assurance, son charisme. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à cette fille-là? Non, ce n'est pas compliqué. Ce que je vais leur dire, c'est de savoir, de s'engager dans une voie qui vous parle. Parce que la voie, ce n'est pas seulement la politique. On peut aller dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise, dans tout ce qu'on veut. S'engager dans la voie qui vous inspire. Ne rien vous interdire. Ne pas vous estimer avoir, surtout la clé, c'est d'avoir la confiance en soi et ne pas avoir peur des hommes parce qu'ils ne nous laisseront jamais leur place qu'ils se sont taillés. Essayez, foncez pour exister au milieu des hommes, chères jeunes femmes. Mais à une question, construisez-vous un parcours. Ne tombez pas comme un cheveu dans la soupe, ne soyez pas pressés. Ne commencez pas par les sommets parce que l'inconvénient c'est de tomber. Il faut commencer par les bas et gravir les échelons. Merci. J'ai l'impression d'entendre une coach en développement personnel. Il faut commencer pas par le sommet parce que le risque c'est de tomber. Il faut gravir les échelons, partir de la fondation, construire petit à petit, suivre le process et arriver jusqu'au sommet. Tout à fait. Si je vous donne encore la parole, on reste ici. Merci bien, on va pas se dire au revoir, on va se dire à très bientôt, parce qu'on va très très bientôt se retrouver, peut-être même ce même mois de mars, qui sait. Tout ce que je me suis donné comme objectif au courant de ce mois de mars, c'est de recevoir que les femmes. Les hommes, on se retrouve en avril ou en mai, juillet. Nous, on laisse parler les femmes et on a besoin d'écouter ce genre de discours, ça nous booste doublement quand ça vient des lèvres d'une femme. Merci beaucoup Bernadette Chongou d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, et à très bientôt. Merci.